Allez, ciao! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode donc du podcast Signé. On est avec Thomas. Thomas, tu es média buyer spécialisé du coup dans l'acquisition pour les infopreneurs. Tu accompagnes tout ce qui est entreprise, gens aussi, il me semble, structurer leurs ads, structurer leurs campagnes pour pouvoir générer des leads qualifiés. Et donc aujourd'hui, le sujet principal que j'aimerais aborder avec toi, c'est de parler du lancement, tu sais, de certaines campagnes et de comment certaines campagnes sont rentables et d'autres ne sont pas rentables. Et donc lié acquisition et conversion qui est, mon expertise, pour voir comment les 2 doivent travailler ensemble pour avoir un système qui est vraiment fonctionnel. Ça fait sens? Je te laisse te présenter rapidement? Ça fait 8 ans que je fais du media buying du coup, principalement sur les entrepreneurs et justement aujourd'hui je vais répondre aux questions d'Anouk et donc je vais commencer de suite qui est du coup, bah, pourquoi justement certaines campagnes à budget similaire ou égal fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas? En fait, il y a plusieurs raisons. La première, ça va être, ça paraît tout bête, hein, mais est-ce que mon avatar est vraiment clair et défini? Ça, je remarque beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas vraiment défini leurs avatars, même qui font des gros chiffres. Donc ça peut poser problématique au niveau du message. Donc déjà, mauvais message, les gens arrivent avec une mauvaise intention. Ensuite, il y a tout ce qui va être webinaire. Est-ce que mon webinaire, il est bien structuré? Est-ce qu'il est bien fait? Et ensuite, tu auras la partie sales, du coup, où beaucoup d'entrepreneurs ont des galères au niveau des sales parce qu'ils manquent de confiance en eux, parce qu'ils n'ont pas un pitch qui est clair. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a des perfs qui sont plus ou moins inégales suivant les entrepreneurs. OK. Ça, c'est les différents points qui font que tes campagnes sont rentables ou pas. Ouais. Et toi, tu vois vraiment la différence sur tous les pôles et quelle est l'erreur principale que tu vois qui fait que c'est cet écart drastique entre les mêmes types de campagnes? Ouais, alors C'est déjà, quoi le le point premier majeur gros d'après toi? écart, ça va être la compréhension de l'avatar. Comment est-ce que fonctionne mon avatar? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ouais, ça Et bien sûr. surtout, un truc que j'aime bien faire, c'est quand je vais cibler quelqu'un, je vais le cibler de manière dont tu n'as pas l'habitude. Par exemple, prenons un exemple de quelqu'un qui aime, je sais pas, qui aime, la pâtisserie, par exemple. Il va aimer tous les trucs de Cédric Grolet et tout. Mais en fait, pour le cibler, au lieu de cibler, des pâtisseries des pâtissiers, des marques, de farine ou autre, ben moi, je vais cibler, par exemple, ou si je vois que c'est un professionnel, je vais peut-être cibler, alors je sais qu'avant il était, la chambre des commerces. Parce que s'il suit la chambre des commerces, si personne ne le suit, la chambre des commerces, parce que c'est cool, tu vois? Tu le suis parce que tu as une C'est boîte, parce que tu as besoin de ça, et cetera, et cetera. Donc tu vas c'est vraiment clair. choper des centres d'intérêt qui sont différents de tes concurrents. Donc déjà, tu vas choper des gens dont ils n'ont pas l'habitude d'être sollicités comme ça. Et après, si ton message est correct avec ton webinaire et ta vente, derrière, ça marche bien. Mais à l'inverse, si Donc le webinaire est bien, mais que tu pas des bonnes sales, ben, ça ça convertit foire au pas. dernier moment, quoi. T'as beau avoir les meilleurs coups, si derrière tu sais pas convertir, ça passe pas. Mais c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire et au final et j'ai même sorti un réel là-dessus hier, je sais pas si tu l'as vu, sur la réinvention de la roue. Parce que tu sais, généralement, on nous dit, il faut pas réinventer la roue, il faut faire ce qui fonctionne, suivre les tendances, regarder ce que des concurrents font, que ce soit sur de l'organique, des ads, peu importe. Mais non, en fait, parce que les gens en ont marre et au final, tout le monde fait la même chose. Et donc, c'est hyper smart que toi, en tant qu'expert, tu dises bien, non, il faut réinventer la roue et faire des choses différentes si on veut que ça fonctionne et faire la différence. Tu te bases sur l'existant et tu dis: «Comment est-ce que je peux rajouter juste un petit détail qui va faire la différence, en fait?» Donc tu refais pas OK. tout, tu refais juste le petit détail qui va faire que et forcément, tu as des gens qui sont beaucoup plus chauds parce qu'ils sont beaucoup moins démarchés, donc forcément derrière ça convertit mieux, quoi. C'est-à-dire beaucoup moins démarchés. Ah, des personnes de manière générale, des cibles? Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, Meta, il va vraiment réagir avec des poches d'audience. En fait, si tu cibles une poche d'audience qui va être orientée, pour les ustensiles de cuisine, les gens qui suivent la cuisine vont avoir beaucoup de trucs orientés pâtisserie. Maintenant, si tu vas cibler quelque chose qui touche, par exemple, à la fiscalité, bah, ça va plus être tu vas plus te faire toucher par des trucs de comptabilité, avocat, fiscaliste, et cetera. Je te dis, tout doute pas que là, tu vas avoir un truc de pâtisserie qui va apparaître, en fait, dans ce feed-là. Parce que de base, tu dis: «Je suis pas intéressé», je monte pas des signaux Facebook comme quoi je suis intéressé par ça, parce que j'ai une boîte de pâtisserie, mais je suis quand même entrepreneur. Donc au finalement, tu es pas que pâtissier, tu es aussi entrepreneur, tu es père de famille ou mère de famille, et cetera, et tu as des passions autres, en fait. Donc c'est comme ça que tu peux les Hyper choper, intéressant. de manière intéressante. Hyper intéressant. Ce que tu viens de dire, c'est vraiment, vraiment smart. Donc de reprendre la structure de ce qui fonctionne et de juste de le remodifier, de le faire à ta sauce pour aller chercher en supplément et pas juste refaire du copier-coller, quoi. Garder ta personnalité. Par exemple, j'ai justement le cas avec un client qui fonctionnait bien en termes de coût par appel. Il était à 60 €, non, une centaine d'euros à peu près de coût par appel. J'aurais compté à 2 000, je crois, quelque chose comme ça, 1 500 à 2 000 du coup. Et en fait, j'ai réussi à diviser les coûts par, presque 2 parce qu'en fait, je lui ai posé une question sur son avatar. La première question, c'est: «Est-ce que tes clients
100 par an. Il m'a dit: «Oui», mais j'ai vu que dans aucun de ces ciblages, même que d'autres prestataires avaient fait, personne avait pensé à cibler les parents. Donc du coup, j'ai fait une audience, cibler les parents, c'est-à-dire, parents sur Facebook, on peut choisir les âges, en fait. Donc on peut dire les parents qui ont des enfants de tel âge, et cetera. J'ai ciblé ça, j'ai ciblé des marques de jouets, des marques de machin et finalement, on a fait tomber les coûts par code à 40, entre 40 et 50 € là. Oh, Donc on est incroyable, ultra bien, juste avec un ce que je te disais, en fait, avec un ciblage un peu plus différent. hyper pertinent. Tu vois, même moi, quand je lance mes ads, tu as tendance à juste dire: «OK, voilà mon avatar, je le catégorise». Mais en fait, tu vas pas chercher au-delà et pousser sur d'autres types d'intérêts que tu C'est peux ça, juste lier à ça. Tu c'est ça, restes focus, tu vois, sur l'entrepreneuriat, ceci, cela, et tu vas pas chercher d'autres choses qui peuvent être smart. mais effectivement, comme tu l'as dit, en fait, il faut vraiment aller chercher d'autres choses parce que les gens ont la flemme de le faire et c'est ça quand j'entends parler de l'avatar client, c'est vraiment est-ce qu'il est père de famille, mère de famille? Est-ce qu'il habite en ville ou pas? Parce que s'il habite en ville, il a pas de jardin, donc tu vas pas cibler des magasins ou des marques de tondeuses ou des marques de ci ou donc en fait, il faut vraiment pousser le délire jusqu'au bout quoi, du coup, sur, ton avatar. Incroyable. Donc ça, c'est la première erreur que tu vois quand les infopreneurs lancent leur campagne ads. Donc de vraiment établir un avatar client poussé. Tu sais, généralement, on dit il faut écrire le plus de phrases sur ton avatar possible pour vraiment le connaître par cœur et te mettre dans sa situation. Donc c'est ça, c'est vraiment pousser la réflexion et pas juste dire comme tu vois des fois sur Insta, j'aide nanana à atteindre ça. C'est vraiment Exactement, pousser. ça OK. marche plus, c'est trop large, Ouais. c'est trop bateau. Bah, après, tu peux le faire pour que les gens se reconnaissent, tu vois, dans ta bio parce que tu es limité en termes de caractère. Mais après, dans le ciblage et dans le contenu que tu fais, il faut aller pousser un peu plus. Ouais, c'est ça. Mmh. OK. Donc ça, première erreur. Quelles sont les autres erreurs? Tu m'avais dit donc la partie conversion derrière. Ouais, la partie déjà conversion en termes de leads, c'est-à-dire que les gens vont se focus sur: «Ah mais j'ai peu de leads» ou «J'ai beaucoup de leads, peu chers ou pas chers» et ça, c'est une problématique parce que tu peux avoir, j'ai déjà vu des clients parce qu'on avait 2000 leads qui étaient pas forcément qualifiés les 2 tiers, tu vois? Et qui étaient moins chers. Alors que quand on qualifie vraiment l'âge, le sexe, la région et compagnie, le coût pari nous augmente, il double, mais derrière tu as, quasiment 2 fois plus de conversions. Encore une fois, si tu as bien géré tes sales. Bien sûr, la qualité ou la quantité. Ça, du coup, c'est un sujet qu'on retrouve beaucoup, c'est de se dire, OK, est-ce que je vais juste prendre du volume plutôt que de prendre de la qualité, mais vaut mieux avoir peu de calls de manière bien plus qualitative, plutôt que de prendre énormément de calls moins quali. Parce qu'en fait, en prenant moins de calls, tu vas juste débloquer du temps pour te concentrer sur ton marketing, sur la gestion de tes équipes, sur le développement de tes compétences à toi. Et ce temps-là, ça va te permettre d'avoir encore plus de leads qualifiés, plus de calls qualifiés, convertir encore plus et augmenter ton chiffre d'affaires plutôt que si tu t'alloues et que tu bloques 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures supplémentaires par semaine ou même par jour pour des gens qui sont pas quali. En fait, c'est juste de la perte de temps parce que tu sais que tu vas pas convertir autant que si tu qualifies un peu plus. Temps et perte d'argent, en fait. Parce qu'en fait, tu vas spend sur des gens qui sont pas qualifiés, en fait, qui de base n'auraient pas acheté chez toi. Donc en fait, c'est de l'argent mis à la poubelle, quoi. Et après tu as ce qu'on appelle, pardon de te couper, tu as ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle l'effet kiss cool. C'est-à-dire que tu as l'aller et le retour. C'est-à-dire que de 1, tu as dépensé pour rien, pour des gens qui sont pas qualifiés. De 2, tu vas arriver en sales, te dire: «Mais j'arrive pas à vendre. Parce que je suis nul en sales, parce que si, parce que ça». Bah non, parce que juste déjà de base, ton audience elle est flinguée de base. Donc en fait, tu peux pas faire des miracles, tu vois? Et donc C'est clair. c'est vraiment le kiss cool, quoi. C'est clair, c'est clair. Et donc c'est là aussi où tu vois, il y a un sujet qui me vient en tête et à l'esprit, c'est le réinvestissement en tant qu'entrepreneur. Parce que tu sais, moi je connais beaucoup d'entrepreneurs et même des clients à moi qui me disent: «Mais moi, Anouk, je veux investir petit à petit, je veux pas trop investir, je veux pas investir dans les meilleurs des outils, je veux prendre les trucs les moins chers». Mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que si toi tu veux vendre du premium, du luxe, investis dans du luxe. Donc n'aie pas peur de mettre les moyens pour la meilleure des qualités, pour derrière pouvoir attirer encore plus et des avatars qui sentent en fait que toi, t'investis dans la meilleure des qualités parce que c'est de l'attraction. C'est clairement ça. En fait, l'idée, c'est que quand tu vas quel que soit ton business, il faut quand même mettre les moyens, Bien sûr. dedans. Après moi, je sais qu'à titre perso, quelqu'un qui a jamais fait de pub et tout, je pars toujours sur un plus petit budget, entre 500 et 1000 juste pour voir l'attraction, pour le pixel, pour que tout le monde se réchauffe et souvent comme c'est des solopreneurs, les quelques fois où je les ai eus, il faut déjà qu'ils se chauffent un petit peu la main. Mais après une fois que Bien c'est des sûr. comptes qui sont déjà lancés, direct on va lancer avec des spans beaucoup plus gros, et l'équipe sait déjà quoi, du coup. Hyper pertinent. Et quand tu parles justement des leads, je pense qu'on peut rebondir sur un sujet parce que tu sais, tu disais qu'il y avait des gens des fois qui prenaient les leads ou pas forcément les leads selon la qualité. Je pense qu'il y a aussi le sujet où tu as des fois des leads qui sont là et qui ne vont pas être pris parce qu'en fait, ton calendrier est pas forcément ouvert ou autre et donc même dans le flux, tu perds des appels parce que tu mets pas aussi les systèmes en place. Est-ce que toi, tu le vois chez tes clients, la différence? En fait, moi je pensais beaucoup par Calendly et là avec iClose, ce Ouais, qui est bien, c'est qu'on récupère vraiment tout
et Ouais. ça, moi, je kiffe parce qu'en fait, tu peux les retravailler derrière par email et tout. Donc, c'est pas parce que le lead, il a pas opt-in jusqu'au fond que tu peux pas le lancer. Donc, tu Mais peux le pas en rappeler, tu peux le email! relancer, Attends, attends, tu attends, vas le attends, pas chercher. en email! Pourquoi en Non, email? total. Non, c'est le lead tombe, tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Tu as iClose, tu as la possibilité d'aller chercher donc des gens, bah, qui ont vu tes dispos, qui se sont dit: «Ah ça me correspond pas, ça me va pas», tu les recalls, tu vois? Et tu vas récupérer du 2, 3, 4, 5 clauses par mois. Mais il faut pas Et il faut pas juste les envoyer en mail et les considérer comme de l'opt-in. S'il y a le numéro de téléphone, tu calls. alors, en fait, il y a plusieurs strates que je fais. Si c'est pour de la VSL, effectivement, je vais directement sur iClose. Si c'est pour du webinaire challenge, j'ai un groupe WhatsApp avant pour chauffer les gens, pour avoir un taux de présence qui est, dans la moyenne, c'est 20%. Quand tu l'es bien monté et tout, tu arrives à monter à du 50, 60, voire même 70% sur certains clients de taux de présence. Et là, tu fais un carnage derrière. Oui, mais je vais inverser la chose. Là, c'est parce que tu fais un webinaire. Mais si à l'issue du webinaire, tu as des gens qui ont pas acheté, ah, tu prends l'opt-in et tu les recontactes en analysant les personnes qui sont venues avec ton pixel. Oui, C'est ça, tu mets ton sales ou ton setter, peu importe. Il va relancer tous les gens qui ont déjà commencé à faire la démarche de je vais sur iClose pour t'appeler. Une fois qu'il a tout closé, tout tapé, tu peux après récupérer dans le groupe WhatsApp. Tu peux refaire une deuxième descente dans le groupe WhatsApp et tu récupères un peu tout ce qu'il y a aussi. Et effectivement, tu récupères pas mal de ventes en plus, hein. et ça, c'est génial. Et je pense qu'on peut arriver à ce sujet de la flemme que beaucoup d'infopreneurs ont, tu vois, de se dire: «Oui, j'ai des leads, mais en fait, je me contente de ce que j'ai». Bon, il y a aussi des closers qui font ça, tu vois? Mais en fait, ils se contentent de juste ce qui tombe sur l'agenda, de ce qui est pris et ils vont pas chercher ce qu'il y a autour. Ils vont pas chercher les gens qui émettent d'autres intérêts. Mais ça, en fait, c'est du budget qui est astronomique, tu vois? Et c'est surtout, c'est des pertes d'argent qui sont incroyables. Problématique, tu as effectivement le lazy guy, c'est-à-dire le mec qui a la flemme, mais tu as aussi celui qui a du mal à prendre confiance en lui et à cadrer vraiment le prospect. Ça, je pense qu'on pourra en parler après, mais ça va être une erreur aussi, c'est dans quelle posture le sales ou l'entrepreneur arrive à diriger sa vente. Parce qu'en fait, au final, quand tu fais une vente, c'est à toi de l'idée et à ce que lui se rende compte qu'il a un problème. La Bien solution, sûr. c'est ce que tu veux lui vendre. Bah, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que si il est allé jusqu'à ton calendrier, c'est qu'il est déjà élevé en termes de conscience. Sinon, il serait pas allé jusqu'à là. Donc déjà, il faut partir du principe que lui a déjà conscience de sa problématique. Après, il faut l'appeler pour savoir où est-ce qu'il en est. T'as pas besoin directement de proposer un call, de rentrer et tout. Le but, c'est déjà de voir où est-ce qu'il en est. Tu mets un setter ou tu le fais toi-même, tu l'appelles, tu lui dis: «OK, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu avais rempli ça, 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 qu'il y avait pas forcément de disponibilité. Je voulais savoir déjà si tu toujours intéressé». Tu le joues simple. Tu sais pas si lui, il avait juste pas de disponibilité ou s'il a pas fait la démarche de ça se trouve, il a voulu réserver un appel, il a eu ses enfants autour de lui qui l'ont dérangé, il est pas allé jusqu'au bout, tu vois? Donc toi, tu rappelles déjà pour voir s'il veut rebooker un call. S'il veut rebooker un call, tu pars sur ton appel de setting pour pouvoir qualifier et si c'est pas forcément le cas, bah, tu vas chercher pourquoi il avait établi cette démarche. Il faut que tu pars du principe qu'il allait jusqu'au bout et que tout le parcours marketing d'un prospect traditionnel, il l'a suivi. J'ai une question pour toi, du Ouais. parlant de sales. Il y a un cas qui m'est arrivé récemment. C'est-à-dire que j'ai une cliente qui avait des appels, du coup, et le problème, c'est que quand elle l'appelait, soit ça répondait pas. Donc moi, je pense que c'est parce que l'audience était flinguée, mais déjà, les premières calls qu'elle a fait, elle les ratait parce qu'en fait, elle drivait pas assez la vente. Et après, quand elle relançait des gens, en fait, il y avait jamais de réponse. En gros, c'était des vues. Donc elle avait relancé C'est-à-dire, une fois ou 2, tu vois, beaucoup trop tard. quand tu dis elle les relancer, c'est à quel moment du processus de vente? C'est-à-dire qu'elle les avait appelés, par exemple, elle avait pas pris d'acompte. Elle devait attendre qu'il y OK. avait, un associé, le chat, le chien qui valide, son idée, tu vois? Et donc du coup, la personne dit: «OK, je vais réfléchir», elle revient et on connaît la suite après, c'est terminé, c'est mort. Donc elle avait pris son appel de closing et elle est pas allée jusqu'au bout en disant: «Je vais réfléchir». Alors pour répondre à ça, il y a plusieurs points. Sans rentrer dans le traitement d'objection traditionnel parce qu'il doit y avoir des soucis dans l'appel et un manque de confiance parce que s'il y a pas de vente, en fait, c'est simple, c'est qu'il y a un des piliers de la confiance qui est cassé. Tu as 4 piliers fondamentaux. Tu as la confiance dans le closer, confiance dans la société, confiance dans l'autre, confiance dans soi. Le prospect qu'il ait confiance en lui. C'est qu'il y a un de ces éléments-là. Et sans rentrer là-dedans, si t'as ton prospect qui te dit: «Je vais réfléchir», que tu sais pas trop traiter les objections, toujours garder des cartes
en main. Moi, c'est ce que je dirais. Faut toujours que tu aies du bagage et que tu aies toujours le lead, que tu aies toujours des coups d'avance. Et pour ça, toujours placer un autre rendez-vous. Même si votre prospect et son prospect, tu vois, lui dit, bah moi, là, je peux vraiment pas, ça serait dans 10 jours. Qu'elle a pas la possibilité de prendre un déposit, de l'engager sur l'appel parce qu'il y a vraiment tous les éléments qui sont réunis. Ok, tu places un rendez-vous. Toujours. Et tu fais des ancrages avec du contenu entre-temps. Tu fais comment si le jour du deuxième call, il se pointe pas? Oui, en fait, c'est pas juste placer un rendez-vous sur l'agenda et attendre cette date-là. C'est tout ce qui se passe entre ce rendez-vous-là et le premier rendez-vous. C'est là où toi, tu dois envoyer du contenu. Tu dois comprendre ce qui, dans l'appel, a fait qu'elle n'est pas passée à l'action. Parce que même si toi, ton appel, t'as été mauvais en traitement d'objection, tu es censé identifier les points qui l'ont bloqué. Tu vois, en réécoute d'appel, tu arrives à voir si c'est de la confiance, enfin, quel type de confiance c'est, ou est-ce que ça a bloqué. Et là, tu lui envoies des séquences de nurturing, donc des vidéos, des value assets ou peu importe, qui vont répondre exactement à ces objections-là de manière indirecte. Parce qu'elle, c'est pas frontal, mais elle se reconnaît. Je te donne un exemple. Tu peux envoyer des témoignages, tu vois, avec exactement les mêmes personnes. Ça fait du mirroring et ça permet de jouer sur les biais d'association. Ok? Tu peux jouer sur du social proof avec des personnes qui ont réussi, des études de cas. Tu peux jouer sur de la méthodologie pure, des articles sur la société. Tu peux jouer sur pas mal de choses, tu vois. Il faut juste identifier le point de friction. Toujours garder des cartes en main. Et si la personne te répond, tu vois, ça peut arriver aussi. J'ai un client qui m'a dit ça dans la semaine. Il m'a dit, bah, moi, il m'a dit qu'il allait payer. Ok, mais je sais pas comment le relancer, toujours lui envoyer des vidéos, j'ai déjà envoyé tout le contenu nécessaire. Le rendez-vous est passé, il m'a dit t'inquiète, là je suis pas disponible, on s'appelle demain, je paye demain, après-demain ou autre. Parce que ça peut arriver aussi, tu vois. On n'est pas dispo le jour même. Là, ce qu'il faut faire, c'est lui donner une bonne raison de venir en appel. Toujours dans l'idée de garder une carte en main. Donc tu lui dis, par exemple, c'est un des exemples qui est possible. Ok, j'ai réfléchi, tu lui envoies un petit message. Hello Thomas, j'espère que tu vas bien. J'ai réfléchi à l'échange qu'on avait eu et j'ai des points hyper pertinents à te partager. Je suis certaine ça va pouvoir t'aider et tu vas vouloir entendre ça. Et en fait, tu lui donnes une bonne raison de venir en appel. Tu le hype. Et dans l'appel, tu fais du traitement d'objection. Tu vois. Tu commences pas l'appel en disant bon, il faut que tu payes. Ouais. Tu déconstruis le tout et tu vois ce qui a pu bloquer, mais il y a toujours moyen de se rattraper. Pour rebondir là-dessus, tu sais, moi, à la fin, chez Closing Mastery, ils voulaient mettre en place un système où tous les 2 jours, tu rappelais tes prospects. Tu rappelais tout le monde tous les 2 jours. Jusqu'à ce que la personne te bloque OK. ou te dise non. C'est un peu pushy, mais tu vois, c'est un mode où, en fait, tant que ton prospect t'a pas dit non, on n'y va pas. Et dans ce cas-là, on n'y va pas, c'est OK, il n'y a pas de souci. Tu as toujours une porte qui est ouverte. OK, Ça fait sens? intéressant. Ça répond à ta question? Ouais, nickel. Je sais Ouais. quoi faire. Ça, c'est des points qui ouais, tout garde toujours des cartes en main. Moi, du coup, ce que j'aimerais savoir aussi ensuite, c'était une petite question que j'avais préparée pour toi, c'est à partir de quel moment, toi, tu vois qu'en fait, une campagne devient du coup réellement scalable, selon toi? Ouais, alors, je vais voir au-delà du business manager, parce que beaucoup de débutants se focus au business manager. Moi, je vais voir au-delà dans le sens où, OK, je fais ma pub, mon webinaire ou autre. On fait, peut-être un retour sur investissement de 4 ou de 5. Je me dis: «C'est cool», mais comment est-ce que je peux faire plus? Moi, quand je vais scaler à chaque fois un business, je vais au minimum du x6, tu vois? Du x6 parce qu'en fait, quand tu vas scaler, tu vas forcément perdre en rentabilité. Donc c'était déjà sur du 4, alors ce qui est bien, hein, c'est sur du 4, mais quand tu vas scaler, assez doucement, ça va pouvoir passer quelque temps, mais en fait après ça va dégringoler. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est: «OK, là on a un retour sur investissement de on va je vais t'aider, te proposer des idées pour créer des produits, des upsells, des downsell pour augmenter vraiment la valeur du client, la LTV, que tu proposeras peut-être à la fin de la semaine ou d'ici 10 jours, peu importe». Une fois que tu vois que j'ai ça, je me dis: «OK, premier passage, le client achète une formation, je sais pas, peut-être à 1 200 et 3 mois après, il rachète la formation à 200 ou 300». Comme ça, je me dis: «OK, déjà mon panier moyen sur 3 mois, il est beaucoup plus gros» et en fait, je sais que je peux scaler de manière plus brutale, même si à l'instant T, j'ai peut-être un retour sur investissement qui va baisser. Au lieu de 4 ou de 6, je vais peut-être tomber à 2. Mais comme je sais que d'ici 3 mois, ils vont racheter un produit, ça va le faire remonter Bien sûr. de temps et en fait, là, c'est pépite, ça avance tout seul. C'est ah mais les upsells, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie monumentale.
tu as de plus en plus de funnels qui se mettent en place et de systèmes qui sont possibles sur l'infoprenariat. Mais du coup, toi, tu te concentres pas juste sur le media buying. Dans ton accompagnement, tu structures aussi toute cette partie-là où tu permets de mettre en place des funnels adaptés donc à la personne et au produit. Ah, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup enfin, maintenant, en 2026, le media buying, pour avoir du retour sur investissement de 3 ou 4, c'est déjà assez compliqué, base, tu vois? Parce que la moyenne, en fait, les gens sont de plus en plus méfiants et vu qu'il y a de moins en moins d'argent en France, bah, les gens ont tendance à réfléchir 2 fois avant d'acheter. Donc il faut faire gaffe. Si y a la crise et tout, partout, ils galèrent. Ouais, Je c'est parle ce pas qu'ils disent. d'entrepreneurs, je te Je parle crois des qu'on est quand même le deuxième pays où il y a le plus d'épargne au monde, hein. Tu ouais, sais mais ça veut quand, pas dire qu'ils dépensent, ça moi je justement. trouve que ouais, mais je trouve que c'est du bullshit parce que et c'est les Français qui bullshit tout simplement. Parce que j'ai envie de te dire quand il y a un nouveau produit qui sort, quand il y a le nouvel iPhone qui sort, tout le monde là et tout le monde est devant chez Apple, à l'acheter. C'est Quand vrai. tu sais quand est-ce que moi je me suis dit ça? Moi je suis réunionnaise, OK? Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit: «Faut arrêter de sortir des mythos», tu vois? Et arrêter de se voiler la face. Quand à La Réunion pour le 31 décembre, tu les feux d'artifice qui explosent sur toute l'île pendant 1 heure et demie. Ah bah t'es réunionnais aussi. Tu t'es dit, attendez, tu sais combien coûte un feu d'artifice et après vous osez me dire qu'il n'y a pas d'argent? Genre non, en fait, faut arrêter. Je trouve que oui, il y a des gens qui sont dans une situation compliquée, le coût de la vie coûte encore plus cher, mais il y a de l'argent en France, tu vois. Et ils sont J'ai juste devenus qu'il est mal méfiants aussi, investi. j'ai oublié de te préciser. Ah ça oui. Là, il y a une grosse méfiance par rapport à ça, ce qui fait qu'effectivement le marché se durcit entre la méfiance, le nombre de concurrents qui pullulent partout et Ah donc en ça fait, oui. maintenant si tu fais que les ads, tu vas pas bien loin, tu fais pas un vrai scaling. Puis moi, j'aime bien travailler longtemps avec mes clients. T'as connu la période des ads et des VSL où ils t'avaient des gros ROAS et où tout était incroyable, non? Ah oui, oui, moi j'ai fait monter des boîtes et franchement, il y a une boîte là dans la spiritualité, j'ai fait un carnage. Franchement, je crois en 1 année, on est passé le 1,5 million et on a commencé à zéro, tu vois? Zéro compte pub, zéro rien. On vendait une formation, je crois, à 300 balles, on arrivait à la vendre à 50-60 €. On faisait même pas de webinaire, on envoyait ça comme ça direct et ça partait tout seul. Oui, parce Le que Covid, le mieux, c'était pendant les le gens Covid. étaient pas habitués. Bien sûr. Les gens étaient pas habitués aussi à avoir des publicités comme ça. Sur Meta, maintenant, on en voit tous des pubs et c'est là où il faut se réinventer, c'est ce que tu disais au début. Non, c'est vraiment pertinent en tout cas. Mais en fait, Non, on smart revient ce dans que ce tu truc dis. de creuser l'avatar, en fait, sur qu'est-ce que je peux lui proposer plus tard. Parce que le coût d'acquisition, tu vas le payer une fois. Après, si tu le travailles bien, la lifetime value, elle est plus grande. Et si tu le travailles bien, au final, te rapporte beaucoup plus que si tu l'as vu en one shot. Mais en même temps, le marché, les gens sont de plus en plus frileux et encore je suis pas forcément sûre parce que sur les ventes elles se font de plus en plus facilement parce que les gens sont de plus en plus éduqués, sauf que je pense que ce qui se passe c'est qu'il y a encore plus de choix, il y a de plus en plus de concurrents et donc il faut être encore plus bon en vente parce que pourquoi quelqu'un viendrait chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre? Donc je pense pas que les gens aient moins tendance à investir, faudrait suivre les datas, mais les investissements ils ont plus de choix Ouais, et plus réfléchi. et ça dépend, hein. Oui. Ça dépend sur quelle industrie, hein. Mais oui, t'es plus. Et il y a aussi eu des changements. Je sais pas si toi, à l'époque, c'était full cash ou il y avait du CPF à cette époque-là. Il n'y a pas de TPF. Moi, en fait, le meilleur moment, c'était pendant le Covid, tu vois, donc il y avait très peu de TPF et c'était le carnage. Après, il y a eu la partie CPF. Là, ça s'est bien vendu facilement parce que les gens disaient: C'était le «Ouais, je paye pas carnage le aussi. CPF et tout». Là, c'était l'Eldorado. Mais là, depuis qu'il y a moins de CPF et que le Covid est terminé, on est rentré dans une autre ère un peu plus méfiante parce que, bah, il y a eu tous les gens aussi qui sont nés, entre guillemets, pendant le Covid. Ils ont dit: «Oh putain, en fait, c'est bien le business en ligne, on va en faire» et ça a fait une vague de qui veulent, faire du business en ligne, un peu de tout et n'importe quoi, qui se prétendent experts au bout d'une semaine et heu et qui viennent te casser les couilles, tu vois, tout le temps, hein. Et qui t'apprennent à devenir coach ou qui t'apprennent à développer un business alors que eux, il y a 1 an, ils étaient en train de vendre en cité et qui bossaient au McDo. Voilà. Et que 2 mois après, ils t'ont dit, bah, vas-y, viens, je t'apprends à générer 30 000 à 40 000 € par mois. Tu fais, mais Coco, t'as 17 ans, il y a 2 mois, enfin, ouais. Ça, c'est un gros sujet, hein. C'est un gros, gros, gros sujet sur le marché. Mais bon, je pense que les gens intelligents et qui investissent et qui veulent vraiment, qui ont une vision lointaine, savent chez qui investir et oui, savent faire la part des choses. Je pense qu'on arrive tous à les identifier, que c'est drôle, qu'on reçoit plein de messages de prospection, qu'on rigole, mais qu'on sait faire la part des choses quand même. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, il y en a qui sont bien, je mets pas tout le monde dans le même lot, tu vois. Mais qui ont lu un livre et qui se sont dit ça. Moi, bah, tu vois, je te donne une anecdote. L'année dernière, je bossais avec une agence en tout début d'année, genre en mars, je bossais avec une agence de call mailing et j'ai eu quelqu'un au téléphone qui me dit, moi j'ai 17 ans.
OK, là, je veux développer une offre, permettre aux gens d'aller chercher les 10 000 € en lançant un business. Je fais: «OK, mais toi, tu génères combien?» «Bah, j'ai généré 500 €». «OK, et tu as des compétences?» «Bah non, j'ai acheté un livre». Et du coup, je me fais accompagner, donc je vais mettre en place le système de vente, je vais mettre en place le système d'acquisition, et du coup, ça va fonctionner. Et en fait, tu vois, on arrive sur ce truc où à partir du moment où tu maîtrises la compétence de d'acquisition, tu maîtrises la compétence de vente, bah tu peux faire entrer des gens sans forcément être honnête. Là où ça devient problématique. Et en même temps, j'ai eu la même discussion, tu vois, la semaine dernière avec quelqu'un qui m'a dit: «Oui, au final, est-ce que on a besoin d'être 100 expert?» Moi, je pars du principe qu'il faut être expert pour pouvoir accompagner quelqu'un. Tu peux pas accompagner quelqu'un si ça fait un mois que tu t'es lancé. Et cette personne-là m'a dit: «Mais Anouk, est-ce que c'est vraiment important d'être expert ou tout ce qu'on veut, c'est juste qu'on soit un tout petit peu plus avancé et donc on permette à cette personne-là de passer le premier step?» Oui, mais en fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est que tu es sur des accompagnements à 3, 4, 5, 6 000 € et que C'est que ça fait qui cher paye le trop? petit mot, hein. Ouais, ouais, Ça fait clairement. cher le petit, tu vois? Ouais, C'est comme si le stagiaire, il arrivait, il devenait directement PDG. On lui disait: «Tiens, tu stagiaire? Oh bah tiens, tu vas former l'autre stagiaire, mais du coup, on va te payer comme le PDG parce que tu as déjà été stagiaire depuis 2 semaines». Non mais tu clair, c'est clair. C'est le vrai truc. bah oui, c'est un gag, mais bon, c'est pas grave. Business. C'est le business, c'est le business. Mais toi, du coup, j'avais une autre question pour toi, c'est comment tu sais que le problème, parce que du coup, toi, tu as accès à tout le, tu es un peu dans les backgrounds, comment tu sais que le problème vient du trafic ou vient plutôt de la conversion? Est-ce que tu as des indicateurs concrets là-dessus aussi pour nos auditeurs qui puissent identifier le souci? Première chose que je vais regarder, ça va être, le CTR. Le CTR, c'est quoi? C'est le taux d'attractivité de ta pub. On va dire pour une, créative statique fixe, c'est-à-dire une image fixe, on va être en moyenne à 1. Si on est en dessous de 1, c'est que la l'écran ou le message est pas bon. Pour la vidéo, on va être au-dessus, on va être à entre 2 et 4, tu vois? De CTR. Ça, c'est la première chose que je regarde. Et du coup, juste pour couper là-dessus, et du coup, généralement en images, ça coûte moins cher en termes de, enfin, Alors ouais, non, t'arrives c'est à une des bonne coûts plus question. faibles? Souvent, ce que je remarque, c'est que les vidéos attirent beaucoup plus d'attraction, donc il y a un CTR qui est plus élevé. Il y a plus d'attraction, plus d'engagement, mais derrière, ça convertit souvent moins bien. OK, Donc vu que les images, c'est un peu plus ennuyeux, en fait, il faut lire, il faut faire un effort de le lire et pas juste de regarder, bah, les gens sont un peu plus engagés du coup, en closing du coup à la fin. Ça, hyper c'est la première pertinent. chose. Ensuite, je vais le nuancer parce qu'en fait, quand je fais des analyses, je regarde jamais un indicateur tout seul, mais je regarde vraiment une globalité. Parce qu'en fait, tu as des business, par exemple comme, la comptabilité, les assurances et tout, tu vas avoir des CTR qui sont bas parce qu'en fait, c'est des métiers qui sont assez chiants, tu vois? Et tu pas de trucs: «Waouh, c'est trop beau, je vais faire la compta». Souvent, tu as des CTR qui sont plus bas. Par contre, je vais le regarder avec le coût par prospect. Donc, déjà, quel est mon coût par prospect? Donc, suivant la thématique, ça va changer. Mais aussi, ça va être intéressant de le comparer à ta page de capture. À combien est-ce qu'elle convertit? Idéalement, ça doit être à 20%, tu vois. Si tu es en dessous, c'est qu'il y a un truc qui a foiré avant. Donc, déjà, si tu es en dessous, ta page convertit en dessous de 20% et ou que tu as ton CTR qui est très bas, bah, de base, tu sais que ça part mal. Donc, là, c'est une des premiers Bien sûr. profils que tu vois. Et ensuite, tu le vois après en appel et en closing, du coup, directement, si la personne, elle est beaucoup trop loin de ce que tu proposes. Ouais. Donc en fait, tu hiérarchises pas, tu pars du début, tu vois si les datas sont bonnes jusqu'à arriver à la conversion, et c'est là où des fois tu peux avoir, j'imagine, dis-moi si je me trompe, des très bons coûts par lead, mais au final une rentabilité très faible parce que les ads te permettent de générer du lead, mais c'est pas ça qui va te permettre de faire entrer du chiffre d'affaires dans ta boîte. En fait, ce qui est intéressant quand je bosse avec des gens, c'est que j'ai contact directement avec les sales ou ceux qui s'occupent des ventes pour leur dire: «OK, Anouk, tu eu des gens au téléphone, tu en as pensé quoi? Ils étaient comment? Comment ils réfléchissaient? Comment ils pensaient? Ils t'ont Sûr. dit» et après derrière, on revient devant, on remodifie le message pour correspondre vraiment à ce que tu avais eu en appel. Ouais, c'est là où le feedback entre, la partie vente et la partie conversion, enfin la partie acquisition est vraiment importante. Généralement, après ça dépend des boîtes. Des fois, tu as peu, tu sais, de retours directs, ça passe plutôt par les managers. Mais moi, je pense que pour qu'une équipe fonctionne bien, il faut qu'il y ait une cohérence et une discussion entre les 2 pôles pour que ça aille plus rapidement. Je pour allez, je le pousse tout le temps, enfin, je leur dis à chaque fois, on fait des ads, mais il faut que je parle avec les sales pour voir comment ça se passe, tu vois? Sinon ça va pas marcher. C'est même pas une condition. Moi, je l'impose aux gens avec qui je bosse parce qu'en fait, ça me permet derrière de bien pouvoir bosser et comme ça, on peut avoir des vraies performances. Ouais, tu vois, moi, j'ai bossé dans beaucoup de sociétés où ils dissocient vraiment la chose et c'était acquisition, conversion.
de Paul et il voulait pas limite qu'on se parle, on se parlait extrêmement rarement. Je sais pas, il voulait peut-être pas mélanger les deux, vraiment dissocier les pôles. C'était avec Wally dont on parlait de ça dans le dernier podcast. On disait, d'ailleurs je mets le lien juste là du dernier podcast avec Wally. On expliquait que aux États-Unis, ils différencient pas la conversion de l'acquisition parce qu'à partir du moment où ton lead, il y a un premier intérêt, conversion, l'étape de vente, entre en jeu, tu vois. Et après, ça passe donc par l'acquisition, par les différents trucs, pour que la personne soit convertie, que ça devienne un lead, qu'ensuite le lead devienne un call booké, que ce call booké vienne, donc t'es pas de no-show, que ce no-show se transforme en conversion, et ainsi de suite, et jusqu'au follow-up, etc. Et c'est vrai que du coup, je pense que c'est la mentalité française où il y a encore du travail à faire là-dessus. Mais c'est bien que toi, tu expliques du coup qu'il faut vraiment associer les deux et que les deux sont complémentaires. Sinon après ça fait comme le gouvernement français, C'est-à-dire? le pays se casse la gueule. Les mecs là-haut, ils prennent 10-20 cas par mois et les mecs à côté, il a du mal à bouffer parce qu'il sait pas gérer les machins, les trucs et en fait, au final, tout se casse la gueule. Donc, faut vraiment qu'il y ait un échange, en fait. C'est un peu comme un corps humain. Le Ouais, cerveau, c'est il clair. communique avec tous les membres, il communique pas que avec le haut du corps ou qu'avec le bas, tu vois? Sinon ça marche pas. Faut le voir comme ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Sinon, ça part de travers. Ouais. Mais tout à l'heure, tu me donnais un exemple, je sais pas si tu peux en parler ou pas, d'une cliente où t'avais un bon CPL Ouais. et par contre, la conversion était pas du tout là. Et du coup, elle vient de te dire que ça fonctionne pas, sauf qu'en fait, c'est pas ça, c'est juste Ah, que c'est t'es ça. En pas fait, c'est un bonne. truc que je remarque beaucoup avec l'entrepreneur, c'est que, on fait des ads, ça fonctionne du point de vue ads, j'ai tous les voyants verts, mais derrière, vu que la personne est mauvaise en sales, en termes de confiance en elle ou confiance en son produit ou en son service, quand elle arrive en call, tu vois, elle est un peu nerveuse et en fait, le prospect le sent et en fait, du coup, ça close pas. Franchement, sur des fois, il y a des périodes où il y a 10-15 leads qui arrivent, 10-15 rendez-vous et là, elle en tape aucun, faut se dire: «OK, peut-être que là, niveau sales, il faut que je bosse sur, ma façon d'être, ma façon de parler, que je sois peut-être plus pushy, moins pushy», vraiment s'adapter aux gens qui est en face. Toi, de ton expérience, tu trouves qu'avec ces profils-là, c'est pertinent? Donc, des gens qui ont déjà un peu d'acquisition, qui ont déjà du lead et qui ont déjà une offre qui fonctionne, tu vois, sans avoir des 30 000 à 40 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce que tu trouves que c'est pertinent à ce moment-là potentiellement de recruter des experts, des closers, des setters, ou plutôt que eux vraiment doivent se former pour développer leurs compétences? Moi, j'ai la réponse, mais que j'aimerais bien avoir ta expertise de ton côté. En fait, il y a 2 profils dans ce style-là. La personne, j'ai pas entre guillemets «confiance», c'est-à-dire elle va dire: «OK, je veux déléguer un closer, un setter», mais l'autre personne qui va dire: «J'ai pas confiance en moi, mais par rapport à mon produit», tu vois? Je sais pas si ce que j'ai fait va être game changer pour le client et donc du coup, c'est un peu compliqué. Dans les deux cas, c'est problématique, j'ai envie de te dire. Dans les 2 cas, c'est problématique. Mais est-ce que toi, tu dois avoir des exemples, tu sais, de personnes qui sont passées par les deux cas, qui se sont dit, OK, je suis mauvaise en vente, donc je recrute. Et des gens qui se sont dit, OK, je suis mauvaise en vente, donc je me forme pour devenir bonne en vente. Est-ce que tu as vu des différences potentiellement avec ces deux profils? Alors, in fine, c'est un peu la même parce que souvent, quand les gens vont recruter, s'ils sont pas bons de base ou qu'ils comprennent, enfin, ou ils ont du mal un peu avec leur delivery, hein, de base, ils vont recruter les mauvais profils. On y revient tout à l'heure. Ça m'est déjà arrivé de tomber face à face avec une agence qui était censée tout faire, du closing, du setting et tout machin. Et quand on arrive le jour du webinaire, tu veux savoir ce qui s'est passé? Il s'est passé rien du tout. Parce qu'ils n'avaient pas fait les relances, ils n'avaient rien fait niveau setting, niveau appel, niveau vente. Et donc là, tu arrives là, c'est un carnage. Parce que moi, derrière, entre guillemets, j'arrive lancé, j'ai du budget et tout. J'envoie la patate chaude et derrière, ça dort parce que c'est des pseudo-experts. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est un gros souci qu'on a sur le marché, hein. Et qu'en fait, le truc, il y a plusieurs points. C'est que généralement, quand toi, t'es pas bon en vente, tu vas aller voir les gens qui te prospectent sur Insta, sur LinkedIn en te disant, t'es pas bon en vente, vas-y, viens, je te mets des closers, viens, je te gère je suis gros opérateur, je te permets de structurer, de mettre en place setter, closer, etc. Et tu vas scaler grâce à ça. Mais en fait, toi, tu maîtrises rien, tu laisses tout dans les mains de quelqu'un, et c'est la catastrophe, parce que la plupart du temps, ces gens-là sont juste des closers qui sont mauvais et qui se sont dit, je deviens grand opérateur sur la partie conversion. Sauf que eux-mêmes n'ont jamais, des fois, travaillé dans des écosystèmes, n'ont jamais vu comment ça fonctionnait. Moi, j'ai un exemple, hein. J'en ai eu un l'année dernière qui m'a contacté, qui m'a dit, Anouk, tu veux bosser chez moi? Je suis head of sales dans une énorme académie, chez un énorme infopreneur. Je suis allée creuser, tu vois. Et j'ai posé des questions, il m'a dit qu'en fait, c'était une nouvelle offre qu'il lançait. Il fallait faire de la prospection à froid, aller chercher tous les leads. Moi, je suis closeuse, je vais pas faire ça. Derrière, lui avait aucun élément. Il savait pas comment développer un funnel. Il savait pas comment gérer une équipe. Il savait absolument rien faire.
Et pourtant, il allait voir l'infopreneur, il lui a dit, tiens, je vais te mettre des closers, je vais mettre des setters, ça va te permettre de développer ton business et ça va t'assurer une croissance. Mais c'est pas une équipe qui t'assure une croissance. Genre, va chercher tes leads, bosse, prends tes calls et une fois que t'as trop de volume, une fois que que t'es en mesure de recruter, tu recrutes. Faut pas le faire à l'envers. Et ouais, là, je trouve que c'est un gros souci sur le marché de tout ce qu'on voit, tu vois, où les gens te disent, vas-y, viens, je te mets des closers, des setters en place. Mais en fait, ça va pas résoudre votre problème. Et ça, ils s'en rendent pas compte, les gens. Bien au contraire. Je pense que même toi, hein, toi et moi, on est pas mal de personnes sur le marché qui sont passées par là, qui ont voulu recruter et autres parce qu'ils ont fait les choses trop rapidement et qui au final, les business se sont écroulés. Ah bah oui, parce qu'en fait, en effet, si tu mets pas déjà une base solide, tu pars un peu dans tous les sens avec des j'ai vu que lui, et cetera. Ou alors, tu as aussi le gens qui veulent négocier à moindre coût. Titre perso, des sales, si un jour tu recrutes des sales, j'irai souvent les chercher chez d'autres personnes, tu vois? Je veux les déboucher sur des boîtes qui tournent déjà et que j'ai déjà fait un appel quelqu'un, j'ai déjà appelé des gens et j'ai pris des rendez-vous avec eux, j'ai échangé, j'ai fait un autre appel avec peut-être quelqu'un d'autre que je connais pour vraiment faire un feedback sur: «OK, est-ce que ce closer-là, il est vraiment comme ça?» ou tu vois? Et comme ça, tu as vraiment la façon de la personne dont elle bosse, tu Oui, sachant que il y a pas que ça, parce que tu peux avoir des très bons sales, mais tu les mets sur un mauvais écosystème, ils performeront. C'est-à-dire que si toi, tu te dis, OK, j'ai besoin de recruter, je vais recruter un closer parce que je suis pas bon en vente, tu vois, je te donne un exemple. Tu vas chercher le meilleur closer du marché, le top 1, tu le mets dans ton écosystème, je t'assure, il y a 8% de chances qu'il performe pas. Si toi, t'as pas structuré. C'est-à-dire que si tu prenais tes appels, tu sais, au feeling, un peu à la one again, et que tu lui dis, tiens, vas-y, je t'ouvre tes calendriers, prends des calls, t'ouvres les calendriers à bas et que tu dis, oui, toi, en gros, je te donne mon ICP, tu te formes et voilà, il va pas performer. Parce que c'est comme, tu vois, je te donne un exemple. Tu mets Serena Williams sur un terrain de tennis complètement cassé, avec des trous dans le terrain. De son côté, il y a des trous, les filets, ils fonctionnent pas, les cases sont pas au bon endroit, les lignes sont pas bien marquées. Et tu dis, mais t'inquiète, c'est mes règles de jeu. Moi, je fonctionne comme ça, moi, je joue comme ça. Tiens, je te laisse le terrain, tu te débrouilles, tu me fais le meilleur match possible. La Triada va dire, non, je peux pas jouer là-dessus, je sais pas jouer là-dessus, en fait. Tu vois? Qu'en fait, il faut standardiser les règles du jeu et prendre ce qui fonctionne, tu vois, et le mettre en place. vois? Ouais, C'est ce que je dirais. OK. OK, hyper Tu vois, intéressant. pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure en termes de rentabilité, de CPL et de conversion. D'ailleurs, tu peux me donner ton avis là-dessus. Moi, je travaillais avec une société, j'avais un client comme ça en acquisition, spécialisé en acquisition. Et en fait, il était principalement donc en prospection en termes d'acquisition. Il a voulu lancer des ads et il a eu très très peu de rentabilité. C'est-à-dire que ses CPL étaient bons, etc. Et la conversion était pas ouf. Ça. Il me disait, il faut que j'aille chercher plus de leads, plus de leads, plus de leads. Je vais me former aux US sur les dernières techniques en acquisition, etc. Mais c'était toujours pas rentable, tu vois. Il était à peine break-even. Et du coup, on a fait ce que tu disais tout à l'heure, on a regardé les différents points, les métriques étaient bonnes, et en fait, ce qui posait problème, c'était la vente. Donc, tu vois, c'est vraiment représentatif, c'est-à-dire qu'il avait un taux de conversion à 10% sur les ads, même pas. Ouais. Ouais, donc forcément, c'est compliqué. Et dès qu'on a bossé là-dessus, il est devenu rentable. Et c'est là où il y a différents types, en fait, de conversions qui sont adaptables. Tu sais, tout à l'heure, tu me disais, on parlait de ça, on disait il y a plusieurs types de fenêtres qui sont possibles. On en parlait aussi en off, que toi sur du B2B, tu avais développé de nouveaux types d'acquisition en gardant l'ADS, tu vois. En fait, sur la vente, c'est pareil. C'est-à-dire que dans ce cas-là, en termes de société B2B, on a mis un process R1, R2 en place. Et ça a totalement tout changé. C'est-à-dire que il y a pas de choses qui sont magiques, il faut juste s'adapter aux besoins. Voilà. Petit tout pour ça. Vas-y, je t'en prie. Toi, c'est obligatoire ou si tu peux closer en R1, tu closes en R1 ou tu fais quand même R2? Non, non, non. Moi, je close en R1. Bien au contraire, je suis partisane du R1. Mais en fait, tu as des écosystèmes et des industries où tu es presque obligé de passer sur un R1, R2. Quand tu es sur du B2B hyper traditionnel, désolé, mais toi, quand tu es solopreneur chez toi, ou que tu as un ou deux closers, ça va être compliqué de closer en R1 si la personne te découvre sur des ads, tu vois. Genre, c'est des processus, tu as des associés, la discussion. Tu peux aussi avoir des pôles, des comptables qui regardent exactement les budgets qui sont alloués. Ils ont de l'argent, ils ont du budget qui est mis en place pour l'acquisition généralement, parce que là c'est le cas de l'acquisition. Ils ont des budgets qui peuvent être consacrés. La seule chose que eux veulent, c'est le ROI, avoir leur ROI, et il y a des discussions. Donc là, tu peux pas closer en R1, tu vois. Donc il faut juste s'adapter.
Sur du particulier, oui, go closer en R1 si on peut. Sur des sociétés, c'est un peu plus compliqué. Ou sinon, moi, je favorise le processus R1, R2 quand tu es dans des marchés extrêmement concurrentiels, vraiment, vraiment concurrentiels, principalement sur du B2B. Plusieurs rendez-vous qui ont été pris, tu vois qu'il a 2, 3, 4, 5 rendez-vous et qu'il a besoin de comparer et tout, ce qui peut arriver, tu vois, surtout sur du scaling, de l'acquisition. Placer un autre rendez-vous sans donner toutes les informations, donc toujours dans l'idée, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de garder du bagage. Tu gardes des clés en main et entre le R1 et le R2, tu éduques, tu nurtures. Ce qui fait que peut-être qu'il t'aura vu 1 heure, mais au final, il aura vu 5, 6, 7 vidéos de toi, ou même moins, qui collent exactement à ses problématiques et qui répondent à ses besoins. Donc c'est juste des maths, c'est-à-dire que les autres, il les aura vus 1 heure, peut-être 2. Toi, il t'aura vu 1 heure, plus toutes les vidéos qui répondent exactement à ses besoins, donc pas de blabla, et plus le R2 où il prend une décision et il s'engage. Ouais, comme ça permet qu'il Donc te voie, régulièrement et du coup, il t'accorde de la confiance et quand tu arrives en call, il est déjà bien, bien chaud, quoi. en fait, t'es apparu comme l'acteur qui répond à ses problématiques, qu'il a compris. Et pendant que lui, il a des calls avec les autres personnes parce qu'il a besoin de parler aux concurrents, si t'as pas réussi à traiter et isoler ça, bah, il reçoit des vidéos de toi qui répondent à ses problématiques, sauf que l'autre les a pas forcément répondu. Ou en tout cas, il a répondu par des mots. Toi, tu montres par l'exemple, par la preuve, parce que généralement, c'est ça les vidéos. Tu vois, tu les structures avec du storytelling, avec du social proof, et pas mal d'ancrage. OK, OK, super clair. Moi, c'est comme ça que je le fais. Après, si tu peux closer en R1 et que tu vois que c'est closable en R1, faut pas que tu dises alors non, 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 je vais pas te faire de proposition Ouais, aujourd'hui, bien sûr. on va se rappeler demain. Non, c'est de l'adaptation et c'est des compétences sociales. Le closing, c'est une compétence sociale, humaine, et il faut s'adapter au profil que tu as devant toi. Et tu vois, je pense on peut faire un peu d'éducation et tu peux me donner les informations vis-à-vis de ça. Parce que tu sais, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, moi j'en rencontre beaucoup, qui s'inquiètent dès que leur CPL, par exemple, augmente un peu. Dès qu'ils voient les datas qui s'affolent, ils se disent oh là là, c'est catastrophique. Toi, du coup, à partir de quel moment tu sens que c'est vraiment un problème, selon toi? Alors déjà, je vais le voir entre guillemets sur une période. C'est assez régulier que tu as une, augmentation des CPL, peut-être sur les 24-48 heures, des fois sur quelques jours, c'est normal en fait, ça va fluctuer. Parce que beaucoup de gens oublient que Facebook Ads, c'est aussi orienté pour, des êtres humains. Donc en fonction des événements qu'il peut y avoir, fêtes et tout, bah, tu as le coût qui peut fluctuer. Ensuite, tu as aussi, est-ce que OK, le prospect nous coûte plus cher, mais est-ce qu'on a dégradé la qualité? Parce que des fois, ça dure que 72 heures, mais ta qualité est toujours bonne, tu vois? Sur la partie prospect, je me méfie le plus, c'est quand le coût par prospect augmente petit à petit, tu vois? De la semaine au cours de la semaine, c'est plus 10 centimes, plus 20 centimes, tu vois? Un petit peu tous les jours et ça, tu peux le regarder avec le CPM. Le CPM, c'est combien te coûte la diffusion de cette publicité à 1000 personnes et si tu vois que le CPM augmente petit à petit, ton audience commence à saturer, donc il faut que tu refasses de nouvelles créas. OK, vraiment intéressant. Ah, tu t'es mute. Ah oui. Non, non, vas-y, vas-y. Non, mais c'est hyper intéressant en tout cas. Je pense que ça peut aider les gens. Donc c'est des indicateurs comme ça qu'il faut regarder. Quel est d'après toi, si on calcule du coup l'analyse globale du funnel, l'indicateur qui reste le plus important? Moi, on m'a généralement dit que c'était le CAC. Donc, pour pouvoir mesurer aussi bien la conversion que l'acquisition. Et donc, voir, en fait, une vente, elle te coûte combien? Ouais, exactement, c'est ça, en fait. C'est que ça va se baser sur, en gros, combien est-ce que me coûte une vente par rapport au budget que je vais dépenser. Est-ce qu'on a aussi une vision assez globale de, bah, j'ai dépensé tant en pub, et au bout de combien de temps, en fait, j'arrive à choper ma vente? Donc en fait, moi, j'aime bien regarder CAC et après regarder la LTV, du coup, pour voir un petit peu, bah, comment est-ce qu'on arrive à le câbler. Bien sûr, comme en closing, le cash collecté par call. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui se concentrent sur le taux de conversion, mais au final, le taux de conversion, on s'en fiche. Ce qu'on veut savoir, c'est sur l'appel, combien tu as généré. Et chaque appel te rapporte combien? Ça et donc au coût par achat, la plus grosse vraiment si on devrait résumer Beta Ad, c'est la plus grosse erreur que tu peux faire, c'est prendre des décisions émotionnelles. C'est-à-dire Ok. j'ai le coût il augmente trop vite, j'ai peur, je coupe. Il y a un changement trop brutal, je coupe. Ça, c'est la plus grosse erreur que je vois, que j'accompagne des entrepreneurs qui dépensent, 1 000 à 2 000 € par mois ou, 150 000 € par mois. L'erreur la plus limite primaire, hein, celle qui est humaine, c'est tout le temps la même chose, c'est: «Thomas, les coûts ils augmentent, il faut qu'on fasse quelque chose à tout prix», tu alors que des fois, c'est juste une tendance à passer et ça va nickel. Pourquoi? Quel est j'ai la réponse à la question, mais je te la pose. Quelle est la conséquence sur le long terme si on a des coûts qui explosent et qu'on cote les ads? Si on a des coûts qui explosent, c'est ça et qu'on coupe les ads?
Si par exemple, là, je me rends compte que mes coûts sont astronomiques, je flippe, je me dis: «OK, je vais couper entièrement les ads», même pas diminuer le budget, je vais couper entièrement et que relancer des nouvelles ads d'ici, la semaine prochaine. Quelles sont les conséquences sur le long terme? Déjà, première chose, c'est que ton Facebook Ads va repartir en apprentissage. Donc tu sais que les 3 premiers jours, c'est entre guillemets, «c'est poubelle», tu vois? Donc les 3 premiers jours, admettons que tu dépenses, 50 € par jour, déjà tu as foutu 150 € à la poubelle, juste pour les 3 premiers jours. Ensuite, la première chose qui va être, pas bonne aussi, c'est que là, tu as aussi l'apprentissage. C'est-à-dire que Facebook, il faut qu'il enregistre 50 conversions, donc 50 appels, 50 achats, 50 leads, pour dire: «OK, il va pouvoir, comprendre ce que tu as besoin». Deuxième chose, hein, bah, tu auras plus de business, en fait. Tu le coupes directement, tu simplement, tu plus de business. Donc il vaut mieux le laisser tourner, corriger et vraiment se focus sur: «Est-ce que mon coût par achat augmente ou pas?» Parce qu'en fait, c'est pas forcément corrélé, en fait, l'un l'autre. Tu peux peut-être avoir des leads qui sont plus chers sur 3 jours, mais des leads peut-être plus qualifiés parce que Meta a décidé de t'envoyer des leads un peu plus qualifiés et au final, tu closes beaucoup mieux, en fait. Donc au final, ton coût par prospect va être amorti par, ton coût par vente. Donc surtout, là, c'est la pire erreur. Au pire, tu descends ton budget, tu le redescends, tu peux descendre de moitié si tu veux, ça te dérange pas. Mais ne va pas, le couper, sinon tu te mets une balle dans le pied direct. Donc on revient à ce qu'on venait de dire où au final, ce qui compte, c'est de regarder la conversion et à combien tu convertis. Mais ça, Ah tu vois, des exact. fois, c'est pas que c'est paradoxal, ça c'est oui, tu as ton coût par, du coup, conversion, mais donc c'est là où tu relis, on revient à ce sujet-là, vraiment la partie conversion et la partie, acquisition. Parce qu'au final, cette métrique représente vraiment l'assemblage des 2 pôles. Donc c'est pour ça, il faut toujours être plutôt serein, en fait, quand tu fais tes ads, surtout si elles marchent bien il y a une semaine. Si ça se casse le nez du jour au lendemain, c'est pas forcément le moment de s'affoler, pour ça. Tu L'ennemi, c'est vraiment que ça se coûte plus cher de jour en jour et c'est là, en fait, le piège où c'est 10 centimes par là, 20 centimes. Au final, tu le vois pas, mais en fait, sur la semaine, ça fait déjà 1 € et sur le mois, ça fait 5 6 €, tu vois? Et quand tu t'en rends compte, tu déjà ton lead, il est déjà 2 fois plus cher. Tu pas de meilleure qualité. OK. Là, c'est que tu OK. auras laissé trop de temps t'écrire. En vrai, il faudra, Et Et dans ce une cas-là, tu nouvelle créa. conseilles de du coup, ouais, de renouveler les créas, c'est ça? Hyper pertinent, hyper pertinent. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je mettrai tes réseaux, en tout cas, en description. Comme ça, il y aura tout, ton Instagram, ton LinkedIn, au besoin aussi. Aussi. Parfait. Et donc le podcast est disponible sur toutes les plateformes, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire avec les prochains invités que vous aimeriez que je reçoive, ou également m'envoyer un petit message sur Instagram. Et si vous souhaitez développer vos compétences en vente, vous trouverez le lien de mon calendrier juste en dessous. N'hésitez pas à réserver un appel, on pourra se faire un audit et voir ce qui est optimisable ou pas. En tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode. Merci à toi Thomas. Merci à toi pour l'invitation.